Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 95e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien heureux aujourd'hui de vous faire la synthèse du livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, écrit en 2011 qui s'intitule « Getting to Yes ». Je rappelle que les informations que je vais vous dire dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et ne constituent pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Les auteurs disent que le monde a changé au cours des dernières décennies, puis même si ça remonte à un certain temps, il n'y a pas si longtemps, selon eux, la plupart des domaines de la vie étaient contrôlés par une seule personne, donc ils étaient les seuls à prendre des décisions, puis il n'y avait même pas besoin de parler à quelqu'un d'autre pour avancer dans la direction qu'ils estimaient être la meilleure, donc on pense notamment aux dictateurs, aux rois et aux reines de l'époque. Aujourd'hui, il faut plusieurs personnes pour prendre toutes sortes de décisions, que ce soit dans une famille, une business ou un autre domaine de la vie. Ça signifie qu'on doit négocier souvent pour parvenir à des solutions bénéfiques pour tout le monde, nous incluant nous-mêmes bien sûr dans ça. Ce qui n'est pas toujours facile. Heureusement, on a le livre intemporel Getting to Yes, donc bien qu'il ait été écrit à la fin des années 80, la première édition, les conseils dans ce livre-là sont toujours pertinents dans plusieurs aspects de notre vie, de nos vies actuelles, et peuvent mener au succès, surtout lorsqu'on parle de finances avec la négociation de salaire, négocier sa maison, négocier avec ses enfants, et négocier pour ses différents forfaits, entre autres. Donc, le premier élément de synthèse, c'est attention aux émotions. Les auteurs disent que tout individu avec lequel vous négociez est un être humain tout comme vous. Même si ça serait agréable que les conversations se réduisent à une simple discussion de faits entre deux personnes complètement rationnelles, la réalité est tout autre, vous le savez bien sûr. En réalité, on fait toujours face à deux versions différentes de l'histoire, deux interprétations qui sont distinctes de la même réalité. C'est important de se rappeler que la personne avec laquelle on parle apporte ses propres valeurs, ses propres émotions, ses propres expériences, sa personnalité dans la négociation, tout comme vous le faites aussi de votre côté, bien sûr. Reconnaître ça, que l'autre personne apporte ses choses comme vous, ça va rendre un peu plus facile d'accepter, en fait, les choses lorsque vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. En plus de ça, il faut garder à l'esprit que chaque personne réagit différemment aux mêmes circonstances. Certaines peuvent devenir agressives après une discussion longue et intense, tandis que d'autres vont devenir défensifs. Malheureusement, ces émotions-là peuvent rendre une conversation complètement improductive une fois que les gens vont avoir manifesté ces émotions-là. Vous pourriez être tenté d'utiliser des arguments rationnels pour calmer la situation, mais ça ne fonctionne pas lorsque les émotions sont en jeu. Chaque négo a toujours ces deux aspects-là, les faits et l'émotion. Bien qu'il soit impossible de les séparer, c'est important de reconnaître les faits et les émotions et de reconnaître surtout que chacun d'eux a le potentiel de rendre les choses difficiles. Ça signifie que lorsqu'on négocie, on doit travailler à travers des émotions intenses comme la peur, la colère et ainsi de suite. Vous devez faire preuve d'empathie, écouter attentivement et prendre en compte le point de vue de l'autre personne si vous souhaitez parvenir à une résolution que vous jugez satisfaisante. Par exemple, dans une négociation salariale, les émotions liées à la valeur personnelle et à l'estime de soi peuvent interférer dans la discussion sur le montant du salaire à obtenir. En séparant les personnes du problème, les personnes qui négocient peuvent traiter les émotions et les relations interpersonnelles séparément des contenus de la négociation, ce qui permet habituellement de trouver des solutions qui sont plus objectives. Deuxième élément de synthèse, c'est gagnant-gagnant. Si vous voulez parvenir à un résultat gagnant-gagnant, vous devez envisager toutes les options au lieu de vous concentrer sur une seule solution qui vous convient de prime abord. Les auteurs disent de penser à la dernière fois que vous avez dû négocier avec quelqu'un. Est-ce que vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez? Étiez-vous déterminé à réaliser cette idée-là, quoi qu'il arrive? Il y a de fortes chances que si c'était le cas, les choses ne se soient pas nécessairement déroulées comme vous l'aviez prévu. Se fixer d'abord sur les solutions, ça ne fonctionne pas parce qu'on prend pas en compte, on prend en compte juste un côté du problème. Si vous avez une conversation avec moi et que vous ne considérez pas ce qui va être le meilleur dans mes intérêts à moi, vous allez avoir beaucoup de mal à me convaincre de quoi que ce soit. Au lieu de ça, vous devez ouvrir votre esprit
à étudier toutes sortes de solutions potentielles. Vous devez également vous assurer que les deux personnes sont satisfaites de l'une des solutions potentielles proposées avant de l'accepter. Les auteurs suggèrent également d'inventer des options pour un bénéfice mutuel. Donc, cette étape-là encourage la créativité en cherchant de façon active des solutions qui vont répondre aux besoins des deux parties. Si quelqu'un vous disait que vous deviez décider qui serait le lauréat du prix Nobel, vous ne choisirez pas simplement une personne immédiatement qui est proche de vous. Vous allez dresser une liste de personnes qui pourraient le mériter et vous allez choisir parmi cette liste-là. Les négos devraient être faits de la même manière. Considérez toutes les négociations comme ayant deux parties. 1. Identifier et discuter de toutes les solutions potentielles en envisageant même des options qui sont plus extrêmes et, si nécessaire, consulter des experts ou organiser des séances de remue-ménage ensemble. Et 2, la deuxième partie, convenir de la solution qui correspond le mieux aux besoins des deux parties. Donc, il ne faut pas commencer par la deuxième étape qui est de convenir d'une solution sans avoir passé par la première étape qui est d'identifier toutes les solutions potentielles. Je termine ce deuxième élément de synthèse-là avec une citation du livre. Les gens écoutent mieux s'ils ont le sentiment que vous les avez compris. Ils ont tendance à penser que ceux qui les comprennent sont des personnes intelligentes et sympathiques dont les propres opinions méritent d'être écoutées. Donc, si vous voulez que l'autre partie apprécie vos intérêts, commencez par démontrer que vous appréciez les leurs. Troisième élément de synthèse, préparer sa négociation. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque vous préparez votre négo. Pour vous préparer à une négociation, vous devez rassembler toutes les informations que vous pouvez et examiner-les avant la négociation. Vous devez bien connaître les personnes et le contexte de la situation pour bien vous préparer. Est-ce que vous considérez c'est quoi les valeurs de l'autre personne? C'est quoi ses objectifs et ses intérêts? Les intérêts de ses supérieurs ou de ses conjoints ou de ses collègues sont-ils importants? Y a-t-il d'autres facteurs qui pourraient influencer ce que cette ou ces personnes-là veulent? En vous préparant autant que possible, vous allez comprendre suffisamment bien l'autre personne pour faire passer votre message selon la solution qui vous intéresse davantage. Vous allez également augmenter les chances de parvenir à une solution qui est équitable pour les deux parties, donc qui est gagnant-gagnant. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez probablement finir par perdre votre temps et argumenter en raison d'émotions imprévues, de préjugés ou de suppositions sans prendre en compte les valeurs, la position de l'autre personne. Vous devez également préparer, prendre en compte la logistique de la discussion. Où que cette négociation-là va se passer? À quelle heure? C'est-tu préférable de le faire en personne, par téléphone, en ligne? Si vous fixez une date limite, est-ce que ça va aider à trouver une solution ou ça va aggraver les choses? Ça peut prendre du temps de préparer tout ça, mais ça va rendre la négociation positive pour les deux parties. En faisant ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances de parvenir à une résolution avec laquelle tout le monde va être content. I'm not going back to college to be your friend. I'm going so I can get Uber One for students. It saves you on Uber and Uber Eats. I'm there for $0 delivery fee on cheeseburgers, up to 10% off smoothies, and 6% Uber cash back on rides. Just to be clear, I'm there for savings, not whatever you think college is for. Get Uber One for students, a membership to save on Uber and Uber Eats. With deals this good, everyone wants to be a student. Join for just $4.99 a month. Savings may vary. Eligibility and member terms apply. Quatrième élément de synthèse, utiliser des faits. Il dit que bien que les émotions soient importantes à considérer dans la relation de négo pour maintenir un dialogue qui est sain, les décisions doivent être prises de façon rationnelle à partir de faits. Donc, les auteurs disent d'insister sur des critères qui sont objectifs. Pour parvenir à des accords équitables et durables, c'est crucial de baser les décisions sur ces critères objectifs-là qui sont impartiaux. Par exemple, dans une négociation contractuelle, les parties pourraient convenir d'utiliser les données financières qui sont tangibles pour déterminer les conditions du contrat, plutôt que de se fier uniquement à des préférences subjectives ou à des demandes arbitraires d'un parti ou de l'autre. Dans toutes les entreprises, lorsqu'il y a des embauches, lorsqu'il y a des décisions à prendre, tout le monde va tirer sur sa couverte. Donc, une fois qu'on a mis les émotions de côté, il faut sortir les faits. Et une fois que la décision est prise logique en fonction des faits, il faut l'accepter. Idéalement, c'est gagnant-gagnant, mais si la décision est prise à partir des faits et que ça priorise davantage l'autre partie, à un moment donné, il faut accepter cette décision-là puis mettre les émotions de côté, bien qu'on essaie, bien sûr, la plupart du temps, de s'assurer que les faits soutiennent notre point de vue. En fait, celui qu'on préfère, mais comme les auteurs disent, c'est important d'être ouvert aux opinions, valeurs de l'autre partie aussi, parce que pour en avoir, parfois, il faut en laisser. Cinquième et dernier élément de synthèse pour ce livre-là, c'est intérêt. En fait, les intérêts sont plus importants que les positions. Donc, il dit de se concentrer sur les intérêts et pas sur les positions de chacune des personnes.
Dans une négo, les parties impliquées ont souvent des positions initiales, des positions de départ qu'elles vont défendre avec force. Par exemple, dans une négociation commerciale, une entreprise peut initialement inciter pour obtenir un prix beaucoup plus bas sur un produit, puis cette position-là peut sembler non négociable au départ. Cependant, en adoptant une approche qui est axée sur les intérêts, les négociateurs vont aller au-delà de ces positions apparemment indéplaçables, infaillibles, pour comprendre les motivations de chaque partie impliquée. Dans cet exemple-là, l'entreprise peut réaliser que son intérêt principal, c'est pas seulement d'obtenir le prix le plus bas, donc sa position de départ, mais plutôt de maximiser ses marges bénéficiaires pour rester compétitive sur le marché, soit ses intérêts qui sont plus importants que sa position. En identifiant cet intérêt-là d'augmenter ses marges bénéficiaires, les négociateurs peuvent explorer plusieurs options potentielles qui vont répondre à cet objectif-là sans compromettre les besoins de l'autre partie qui, lui, souhaite vendre ses produits à des prix un peu plus élevés. Par exemple, au lieu de juste baisser le prix du produit, il pourrait envisager des alternatives comme des réductions de volume pour atteindre des économies d'échelle dans l'achat de produits, des conditions de paiement flexibles pour améliorer ce cash flow, ou même des accords de partenariat à long terme pour assurer une certaine fidélité du client. Donc, en se concentrant sur les intérêts mutuels plutôt que sur les positions de départ de chacun, les négociations vont permettre davantage de parvenir à des accords qui sont créatifs et durables et qui vont bénéficier à tout le monde, en fait, à tous les parties impliquées dans cette négo-là. En conclusion, j'ai apprécié le livre Getting to Yes, même si ça m'a rappelé beaucoup d'autres livres sur le sujet que j'ai lus avant, donc exemple Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie à l'épisode 86. L'avantage de recevoir encore plus de conseils en négociation, par contre, c'est que vous allez toujours en avoir besoin, donc on n'a jamais trop. Mon problème, je les oublie tout le temps, ces conseils-là, donc j'agis d'instinct dans le day-to-day. Il faut que je réussisse à mieux intégrer ça dans mes discussions, notamment au travail. Donc pour moi, ce livre-là est bénéfique pour un large éventail de personnes, que ce soit dans un cadre formel au travail ou simplement en train de décider quel film vous allez regarder avec votre blonde ou votre chum à soir, ou d'expliquer à votre ado pourquoi il ne peut pas avoir le nouveau iPhone. Qu'est-ce que je retiens du livre? C'est un guide pratique pour mener des négociations qui sont réussies. Puis le livre enseigne tout ce qu'on doit savoir sur la résolution de conflits de toutes sortes et sur la recherche surtout de solutions gagnant-gagnant dans chaque discussion, sans céder nos propres intérêts ni rendre l'autre personne malheureuse ou en colère. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de MJ de Marco qui s'intitule The Millionaire Fastlane, donc la voie rapide vers le premier million ou le millionnaire. Ce jeudi, c'est la rediffusion de l'épisode 11 qui s'intitule Un barbier riche qui a été écrit par David Chilton. Enfin, je vous présente aussi ce jeudi 3 autres actions de ma liste de titres potentiels donc que je garde à l'œil pour ma prochaine analyse de septembre, soit NVR Inc. NVR, Fulgent Genetics FLGT et Cadence Design Systems CDNS. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.